Et nous, dans la vie, on essaye toujours de faire un tri. Et on a des poubelles de toutes les couleurs aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se découvre. Méditer, c'est s'ouvrir complètement à tout phénomène. Et quand il y a des tensions, ces tensions-là vont déclencher un schéma émotionnel. Et si il est de plus en plus fort, vous allez devenir esclave de ce schéma. Le bonheur, lui, il est dans un état de liberté. C'est dans la liberté qu'on obtient le bonheur. Aider les êtres, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain. Méditer, c'est pour casser la rigidité. Et c'est pour ça qu'on casse les schémas qui sont rigides en nous. On lâche. Voir, ça veut dire méditer dessus, sur la vie en question, mais aussi les étapes de la vie. Et la mort est une étape de la vie. Alors vous devez, dès maintenant, travailler dessus. Le lâcher prise. C'est que tous les éléments que vous avez créés dans ce monde, que ce soit vous les relations, que ce soit votre maison, tout ça, ce sont que des illusions pour vous. Ça nous aidera à ne plus mettre d'étiquette sur les personnes. Et si vous n'avez plus d'étiquette, vous pouvez accompagner n'importe qui. Et si vous dites que c'est votre ennemi, ça va être compliqué. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez amené avec vous un bagage d'agitation et que là, vous avez ouvert le bagage et il y a plein de choses qui se passent? Et comme les magiciens qui ouvrent leur chapeau et il y a des papillons, des lapins. Quand nous méditons, on ne peut pas laisser au hasard ni laisser de côté quoi que ce soit. Parce que nous emportons avec nous toute notre expérience, notre vécu, nos propres schémas. Donc quand on se pose, il y a ces éléments-là qui se révèlent, ou qui se réveillent, ou qui se manifestent. On ne peut pas dire là, c'est négatif, là c'est positif, là je prends pas. Là c'est agréable, là c'est désagréable. On ne peut pas faire ce tri. Et nous, dans la vie, on essaye toujours de faire un tri. Et on a des poubelles de toutes les couleurs aujourd'hui. Donc intérieurement, nous fonctionnons aussi comme ça. Mais si nous faisons un tri, il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir. Et il y a d'autres choses qu'on voudrait voir. Donc ça veut dire qu'on va limiter nos perceptions. On va limiter aussi la connaissance de soi à cause de ce tri. C'est pour ça que quand nous méditons, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'étiquette qu'on pose
sur ce qui arrive vers nous. On laisse les choses vivre d'elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se découvre. Méditer, c'est s'ouvrir complètement à tout phénomène. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est comme ça qu'on arrive, en fin de compte, à accueillir dans la vie, dans notre quotidien, tout ce qui arrive vers nous et pas tout ce qui se déclenche en nous sur une envie, sur un désir. Et on va courir attraper. Là, on attrape. On ne va pas courir pour attraper. On laisse les choses arriver. Méditer, c'est ce processus-là. Donc, il vaudrait mieux laisser les choses arriver. C'est comme ça qu'on vit la patience et le moment présent. Apprendre à vivre de cette manière, c'est aussi apprendre à grandir de l'intérieur. Parce que quand on se connaît intérieurement de plus en plus, eh bien, on devient adulte, on devient grand. Les grandes personnes, ce sont des personnes qui ont cette profondeur intérieure sur ce que c'est que la vie, sur ce que c'est que cette notion de sagesse, grâce à cette connaissance de soi. Donc, quand nous méditons, nous allons acquérir cette possibilité de se rencontrer. Et avant ça, il ne faut pas bloquer les rencontres qu'on a aussi avec notre environnement. Et pas fuir grâce à la méditation. Et des fois, la méditation, c'est une fuite vers l'agitation. Et vous fuyez parce qu'il y a trop d'agitation, donc je vais méditer ce soir en rentrant chez moi, après une journée compliquée au niveau de mon travail. Méditer, ce n'est pas une fuite. C'est vraiment cette prise de conscience sur tout ce qui se révèle, tout ce qui se manifeste, tout ce qui se passe autour de nous et en nous. Et dans ce sens, on pourra appliquer la méditation aussi de manière informelle, dans notre quotidien, sans se poser comme là. Donc ça, c'est un outil, dans un premier temps, qui nous aide vraiment à être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme intérieurement, parce qu'on accueille, on accepte et on laisse les choses partir. Il n'y a pas d'histoire à raconter sur ces choses-là. C'est pour ça qu'intérieurement, les choses s'allègent parce qu'on laisse partir. Il n'y a plus de lien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Okay. Donc ça, c'est le côté, voilà, dire j'ouvre mes consciences, je laisse les choses arriver. Là, sur la deuxième session de méditation, on va méditer uniquement sur nos sensations. Quand vous avez des sens, comme j'ai expliqué les dernières fois, vous avez des sens beaucoup plus aiguisés que d'autres. Par exemple, si vous êtes sensible au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau olfactif, au niveau gustatif, eh bien, vous allez juste poser votre conscience en connexion avec la conscience liée à ce sens-là. Et si les bruits vous perturbent, par exemple, vous allez juste méditer sur cette conscience auditive. Tous les bruits qui sont autour de vous, ou même en vous, vous pouvez avoir le vent qui va se mettre à parler. Donc vous allez vous connecter à ce son. Les oiseaux qui chantent, personnes qui bougent, personnes qui toussent. Tous les sons, forts ou non, eh bien vous allez entendre
Même le silence, vous allez entendre, sensible au silence, et pas chercher au non-silence. C'est quand nous sommes sensibles au niveau de la conscience auditive, au niveau du sens auditif, eh bien, on fuit les sons qui nous dérangent. Mais il y a des sons qui ne nous dérangent pas. Pourquoi on ne médite pas sur ces sons? Et si vous aimez le silence, méditez sur le silence. Il y a du bruit, ok, mais méditez sur le silence. Donc vous pouvez, puisque la conscience, elle est sans limite. Donc n'essayez pas de limiter votre conscience de ce sens-là à juste cette posture méditative. On va faire cette séance. Alors, vous pouvez reprendre la posture. Si vous avez quelques douleurs, massez-vous, changez aussi de posture. Ne laissez pas les éléments physiques, les sensations fortes, désagréables, perturber votre conscience. Juste au niveau sensation, agréable ou désagréable. Il y a le soleil qui arrive. Alors, vous avez pu identifier un peu votre niveau de sensibilité et quel sens, en fait, que vous utilisez souvent. Ça peut être la voix de votre mari, par exemple. Ah, il m'agace. Dès que vous entendez sa voix, ça vous agace. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un contact. Des fois, on a ce sens tactile. Un contact, même pas qu'on nous touche, par exemple. Ça peut être un goût aussi. Voilà, il y a des plats, il y a des saveurs. Quand vous goûtez, c'est désagréable pour vous. Donc, ça peut être ça. Donc, vous connaissez, par rapport à vos propres sens, ce qui est dans vos envies, ce qui est dans ce qui ne vous donne pas envie. Donc vous connaissez pour ça. Mais plus on est restreint, plus on restreint en fait cette largeur de nos sens. Et quelqu'un qui restreint, c'est quelqu'un qui va devenir enfermé dans une direction. Donc là, on dira qu'on est un peu difficile comme personne. Personnes difficiles, les personnes qui sont compliquées, c'est des personnes en fait qui n'ont pas cette ouverture des sens. Et vous entendez la perceuse chez le voisin, ça vous agace. En plus, vous êtes en train de dormir. Donc, je pense qu'il faut regarder en face les phénomènes. Ce n'est pas les phénomènes en soi qui vous agacent, mais c'est votre schéma que vous avez fabriqué. Et ce schéma-là, vous cloisonne dans un processus où, quand les sens qui rentrent en contradiction à vos schémas qui ont ces états d'harmonie, d'accorder
vous et ce qui se passe, eh bien, c'est ça c'est le schéma contraire, en fait, qui se défend. Donc, parfois, les schémas mentaux peuvent déclencher derrière des addictions de fonctionnement, enfin, des processus, des habitudes de fonctionnement, et ça influe sur la chimie. Il y a des réactions chimiques qui se manifestent dans notre corps, et c'est là où on dit nous sommes allergiques. Et quand on est allergique à des aliments, à, à des personnes, on dit des fois, ah, je suis allergique à cette personne, eh bien, ça montre comment nous fonctionnons à ce moment-là. C'est pour ça que si on arrivait à déraciner ces schémas, eh bien, les choses vont se dérouler de manière très fluide. Il n'y a plus de blocage. Et des fois, on peut être allergique je sais pas, à la farine, au lait, par exemple. Si on savait qu'il y avait du lait, bah, là, l'allergie se manifeste. Mais si on ne savait pas qu'il y avait du lait dans ce plat-là, il n'y a rien qui se passe, des fois. Et des fois, c'est comme ça, et on voit bien que c'est à ce niveau. Bon, il y a des allergies qui sont karmiques. Ah, ça, c'est ce qu'on a construit dans le livre passé. Là, on ne peut rien. On est obligé de subir dans cette vie, à la naissance, ces allergies-là. Mais sinon, il y a des allergies qu'on crée au cours de notre vie, à une période de notre vie. Il y a des allergies qui arrivent comme ça. Les allergies, c'est simplement lié à nos sens. Donc, par exemple, je suis allergique à l'araignée. On dira une phobie de l'araignée, mais quand vous voyez une araignée, ça fait quelque chose. Et il y a des choses qui se déclenchent en vous. Donc c'est comme ça qu'on se met nous-mêmes dans des schémas qui créent derrière chez nous une prison, quoi. On devient esclave, entre guillemets, de ces schémas-là. C'est là où la méditation peut être intéressante pour nous, qu'on puisse identifier déjà nos propres limites au niveau de nos sens. Juste identifier. Et après, arriver à dépasser ces limites. Et comme un enfant, il n'aime pas les tomates, mais quand il va grandir, quand il sera adulte, bien ce schéma est ancré chez lui. Il sera allergique aux tomates. Il n'y a peut-être pas de réaction au niveau physique, mais il y a une réaction à ce niveau. Après, il va faire prendre des plats où il n'y a pas de tomates. Donc ça peut nous aider à méditer dans ce sens, sur nos propres sens. Ça peut nous aider à voir les limites de nos propres schémas liés, de sens, et voir comment on pourra se dégager de ça. Mais sans réalimenter ces schémas-là. Parce que souvent, on réalimente. On doit voir que voilà, c'est pas en accord aujourd'hui, ce que ces éléments-là avec nous, c'est pas grave. Ne réagis pas. Le vrai problème de notre fonctionnement, c'est qu'on réagit sans arrêt. Et donc on laisse traîner cette histoire de réaction sur ce schéma-là, et donc on réalimente, donc ce schéma, il va jamais disparaître. Il va jamais s'affaiblir. Et ça peut pas vous aider vraiment à vous libérer de ces schémas-là. Donc c'est un processus qu'il faut comprendre, et la méditation peut nous aider effectivement petit à petit. Alors c'est pas tout de suite, mais petit à petit, peut-être pas pour cette vie. Si vous avez des schémas karmiques
construits dans les vies passées, aujourd'hui, vous récoltez leurs fruits. Donc, si vous arrivez petit à petit à lâcher ces schémas-là, même si dans cette vie, vous serez toujours esclave, allergique, c'est pas grave. Quand vous allez renaître dans les vies d'après, eh bien, il y a des choses qui vont s'alléger. Vous ne serez pas allergique au sens sévère, en fait, du terme, mais vous serez peut-être intolérant, pardon. D'accord, donc vous pouvez manger de temps en temps, ça arrive, hein, il y a des personnes qui sont intolérants, mais ils peuvent quand même manger ces éléments-là. Donc petit à petit, les choses vont disparaître si on fait correctement. Et ça peut durer une période. Hein. Quand ça dure une période, enfin, quand ça se déclenche dans une période de votre vie, ce schéma-là, vous pouvez le libérer. Mais si c'est de la naissance, bah, ça dépendra le temps et puis de l'énergie qu'on y met, puis toute la structure de pratique qu'on mettra en place pour lâcher petit à petit ça. On va faire une troisième session. Alors là, j'avais commencé la dernière fois sur une autre forme de méditation qui est un peu compliquée hein, pour peut-être les personnes qui débutent. Alors, ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave hein, en soi. Juste tester, et puis vous voyez si ça marche pas. C'est une méditation sans objet. Sans objet, ça veut dire sans mettre d'étiquette aux éléments qui se manifestent. Et si vous entendez un son, eh bien intérieurement, ne dites rien. Laissez ce phénomène, en fait, vous traverser. Il n'y a pas d'étiquette à mettre sur tout ce qui arrive. Hein, quand vous avez une idée, une pensée qui s'élève, bien observez simplement sans mettre d'étiquette dessus. Donc essayez. Ça peut être compliqué au début, mais c'est pas grave si vous n'arrivez pas. Voilà, tous les phénomènes, intérieurs ou extérieurs, ne pas mettre d'étiquette dessus, donc pas faire une fixation dessus, juste laisser les choses, les énergies, les courants d'énergie passer, que ce soit des courants sonores ou autres, ou visuels, donc vous laissez passer. Alors c'est compliqué de méditer sans mettre d'étiquette à ce qui se manifeste, ce qui arrive. Ou est-ce que vous avez construit toute une histoire avec des mots, des termes? En fait, c'est lorsque nous avançons dans la méditation, c'est-à-dire que nous progressons, on va arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous, tous les phénomènes, resteront toujours des phénomènes. Et comme ce sont des phénomènes, il n'y a plus le mot important qui est posé dessus. Parce que pour nous, quand nous faisons des fixations sur des situations, des éléments, bien souvent, on va dire c'est important de faire ceci, c'est important de faire cela. Et comme on met ce terme-là, donc on met aussi des priorités derrière. Et quand vous mettez des priorités, et que c'est important aussi, et quand ça ne se réalise pas, parce que c'est important pour vous de réaliser, quand ça ne se réalise pas, c'est là où les choses vont coincer.
C'est qu'il y a un désaccord entre vous et puis ce qui se passe, le résultat que vous obtenez. Donc, quand ces éléments-là se déclenchent, il y a un schéma qui se crée en vous. Et donc, vous ne serez pas content. Vous voyez, ce schéma pas content. Parce que vous dites c'est important et que ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, vous n'êtes pas d'accord, donc vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas content, vous êtes contrarié. Et comme vous n'êtes pas content, et vous ne savez pas comment vous libérer de ce schéma-là, eh bien, vous allez continuer. Et quand vous continuez, vous pouvez continuer toujours dans le même sens. Donc, vous allez développer un schéma de résistance intérieurement. Quand ce schéma de résistance commence vraiment à prendre forme, c'est là où les tensions se développent. Et des tensions au niveau de votre psychologie, de votre mental qui se développent. Et quand il y a des tensions, eh bien, ces tensions-là vont attraper, vont déclencher un schéma émotionnel. Et le schéma émotionnel va se manifester à son tour. Et si il est de plus en plus fort, eh bien, vous allez devenir esclave de ce schéma. Donc, vous allez exécuter ce qu'il va vous dire. Il va parler à votre place, il va faire à votre place, et vous ne serez plus dans le contrôle de quoi que ce soit. Donc tout ça, ça nous explique que dans la vie, il y a des choses qui sont vraiment pas importantes. Et il y a des choses qui sont vraiment importantes. Mais comme on positionne le mot important un peu partout, selon nos désirs, selon nos envies, selon nos attachements, eh bien, on ne va pas pouvoir se libérer. Et peut-être que le bien-être est le plus important, la santé est la plus importante de toutes les choses. Si vous positionnez la santé avant toute chose, ça veut dire que vous allez pouvoir surveiller ce que vous faites. Si vous dépassez un peu la limite de votre énergie, si vous arrivez dans une phase de fatigue, si vous allez surveiller ce que vous mangez et comment vous mangez, et l'effort que vous allez mettre en place pour préserver votre santé. Et toutes les maladies qui arrivent vers vous, est-ce que ça pourrait perturber votre santé? Et quand on parle de santé ici, c'est pas la santé physique, c'est la santé mentale. Donc c'est ça qu'il faut préserver, c'est ça qui est important. On peut être malade physiquement et être très bien mentalement. Mais on peut être physiquement très bien, en bonne santé, et instable mentalement. Donc regardez ce qui est vraiment important pour vous. Ça, c'est toute la dimension qu'on peut acquérir lorsqu'on nous méditons. Et c'est comme ça qu'on se libère petit à petit, en fait, des sans importance. Donc c'est toute la pratique, cette forme de pratique qu'on peut mettre en place et puis petit à petit faire le lâcher-prise sur une vie de besoin. C'est juste un besoin, mais rien de plus. C'est pour ça qu'il faut essayer d'identifier quels sont les mots que vous allez mettre en place, quelles sont les conditions pour votre santé. La vie, c'est ça. Je pense que tout le monde est d'accord que vivre, c'est vraiment préserver au maximum notre santé.
Sinon, ça sert strictement à rien. Si vous n'avez pas votre santé, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Ni travailler, ni aider les autres, ni vous aider pour vous-même. Vous serez toujours accompagné. Il y aura toujours un support extérieur pour vous aider. Donc à réfléchir, je pense, c'est quand même une prise de conscience sur ça, c'est pour nous, en fin de compte. Donc l'accompagnement de soi-même, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en place, parce que je ne sais pas, accompagner les autres et accompagner soi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Accompagner les autres ou accompagner soi-même? Alors, il y en a d'autres qui vont dire le contraire. Dire, les autres sont trop compliqués, je ne peux pas les aider. Des fois, c'est comme ça. Alors, ça dépend. En fait, on va dire comme ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend des conditions, ça dépend aussi de nos propres états. On ne peut pas dire comme ça d'emblée, c'est plus simple ici et c'est plus compliqué là-bas. On ne peut pas le dire dans ce sens-là. Parce que je pense que dans votre vie, vous avez développé certainement des schémas de peur. Peur de mourir, peur d'abandonner, peur d'être abandonné, peur d'être malade. Vous avez forcément des peurs. Et ces peurs sont liées à vos propres schémas. Donc comment vous projetez ces schémas-là? Et la peur est un blocage d'accompagnement pour vous. Vous ne pouvez pas vous accompagner s'il y a une peur forte qui se développe. Tout à fait. Ça, c'est une réflexion, enfin, une perception profonde, en fait, de la vie. Et je pense que nous, quand on est en couple ou on est en famille, bien souvent, ce qu'on projette autour de nous, on pense que c'est notre vie. C'est comme notre mari, nos enfants. On dit c'est ma vie. Souvent, on dit comme ça. Quand vous allez vous marier devant, que ce soit le vénérable, le curé ou même la mairie, je vais vivre avec toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que vous dites. Mais on voit en cours de route, il y a une déviation. Il y a un accident de route, on pourrait dire comme ça. Donc, on ne peut pas projeter ça sur les autres. C'est pas possible. Parce que les autres ont aussi une histoire, un karma, un vécu, des schémas intérieurs. Donc, on ne peut pas projeter et dire tu es ma moitié, tu es ma vie, parce que c'est pas vrai. C'est juste se le dire pour se rassurer, simplement. Mais dans la réalité des choses, eh ben, c'est ici. La seule personne qui va vivre avec nous jusqu'à la fin de notre vie, c'est nous-mêmes. Mais même en se rendant compte, en prenant compte de ça, des fois, on a peur aussi. Parce que, on a peur de ne pas savoir comment s'accompagner, des fois. Dire que, voilà, il me reste 3 jours à vivre, comment je peux m'accompagner? Des fois, le terme d'accompagnement, ce n'est pas un terme qui est vraiment enseigné dans le bouddhisme. On n'a pas de thème sur l'accompagnement. Mais il est utilisé à travers la sagesse du bouddhisme. Donc, nous, quand on accompagne une personne,
Il est vrai que dans la majorité des cas, c'est qu'elle a besoin, cette personne a besoin d'être accompagnée parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle est en souffrance, parce qu'elle est dans une douleur. Donc nous, ça nous est pas supportable de voir ça. Donc, on voudrait aider cette personne. Comme quand vous voyez une personne traverser la route qui est âgée, qui a du mal à marcher, qui ne voit pas bien en traversant la route, vous rempli d'amour, de compassion, de bienveillance, eh bien vous allez aider naturellement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, j'y vais pas. Vous pouvez accompagner cette personne d'un trottoir vers l'autre trottoir. Arriver en sécurité. Donc vous pouvez accompagner, mais c'est parce qu'il y a un besoin. Qu'on parle d'accompagner. Accompagner, c'est avec un compagnon, si on prend le terme. Donc vous allez accompagner cette personne, mais c'est pas toute sa vie. Enfin, vous n'avez pas accompagné cette personne toute votre vie. Les parents n'accompagnent pas leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie. Ils accompagnent, mais intelligemment. Ils n'accompagnent pas pour faire à la place. Parce que des fois, on fait à la place qu'on accompagne. Accompagner, c'est toujours donner, à un moment donné, l'indépendance. Apprendre aux autres à être indépendants. C'est ça, accompagner. Même s'il y a le terme avec. Avec, c'est dépendant. D'accord. Mais dans l'accompagnement du bouddhisme, c'est que temporaire, que provisoire. Et l'autre sera libre. Comme vivre ensemble, c'est pour à un moment donné être libre. Parce que si vous vivez ensemble et que derrière il y a beaucoup d'attachement et on voit de souffrance, eh bien on perd la liberté. Si on perd notre liberté pour être avec quelqu'un, ça ne donne pas du sens vraiment au bonheur. Parce que le bonheur, lui, il n'est pas dans un état d'esclave ou dans un état de dépendance. Le bonheur, lui, il est dans un état de liberté. C'est dans la liberté qu'on obtient le bonheur. Donc si on accompagne une personne, c'est qu'on doit toujours garder à l'esprit comment je fais pour que cette personne puisse être toujours libre, indépendante. Et la difficulté, elle se trouve à ce niveau. Parce qu'on sait comment on fonctionne quand on est avec quelqu'un. C'est l'ego, c'est ce moi qui donnera du sens à la relation. Et on voit bien que dans ce sens-là, on peut créer beaucoup de souffrance dans la relation. Et le Bouddha, il disait, être avec la maladie, c'est libérer la maladie. C'est pour ça que vivre avec, c'est dire juste là, mais on lâche prise. Donc on libère. Même si elle est ici, même si la personne est avec nous. Mais il y a vraiment le sens de liberté. Et c'est dans la liberté qu'on retrouve vraiment le vrai sens pur, en fait, de l'amour, pur de la bienveillance. Parce que des fois, on peut donner de la bienveillance à l'autre, sauf que derrière, il y a tout un schéma qui se construit. Parce qu'il y a une peur de perdre l'autre. Donc, accompagner, c'est très profond dans un sens. Et accompagner, c'est pas uniquement pour accompagner la personne à se libérer d'un état de déséquilibre ou d'un état de souffrance. On peut accompagner une personne qui ne souffre pas. Comment on accompagne une personne qui ne souffre pas? Si vous voyez votre conjoint, vos enfants heureux, vous pouvez toujours accompagner pour éviter de leur faire du mal.
Donc vous allez, vous, prendre conscience de votre manière de fonctionner pour éviter de faire souffrir les personnes que vous aimez. Et ça, c'est accompagner le bien-être. Ça veut dire les personnes sont bien, eh bien vous allez préserver ce bien-être-là grâce à cet accompagnement de vous-même vis-à-vis de ces personnes. Donc ce n'est pas uniquement des personnes qui ont besoin vraiment d'un support pour se libérer de la souffrance, mais il y a des personnes qui sont aussi dans un état de bien-être. Eh bien vous, pour accompagner ces personnes-là, vous évitez de faire souffrir ces personnes. Et ça va dans les deux sens. Parce que nous, actuellement, le terme d'accompagnement qu'on utilise, c'est quand les personnes se trouvent dans un état de déséquilibre. Une personne qui est malade psychologiquement, qui est instable psychologiquement, c'est plus compliqué. Parce qu'on ne voit pas forcément le besoin instantanément. Le besoin qu'on perçoit, c'est que à travers nos sens. Nos sens physiques. Et ce sens-là se connecte à la conscience mentale et c'est là où on utilise des schémas pour interpréter ou pour comprendre le besoin de l'autre personne. Mais ça, c'est pas évident lorsque le besoin est intérieur. Quand le besoin est extérieur, c'est plus facile. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir accompagner correctement, avant d'accompagner même les personnes, il faut déjà comprendre le besoin de la personne. Si on ne comprend pas le besoin et on y va pour accompagner, juste pour accompagner, ça donnera peut-être du sens, comme accompagner la personne à la gare, par exemple, ou à un bout de chemin, ça donnera du sens. Mais ce n'est pas un sens qui est profond, ce n'est pas un sens qui peut complètement libérer la personne de son mal-être ou de son état instable intérieurement. Donc, il y a ces deux niveaux qu'il faut essayer en fait à reconnaître derrière. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées, mais nous, on interprète qu'elle a besoin. Et il y a des personnes comme ça, on est sans arrêt là à être derrière. Des fois, ça énerve plus la personne qu'autre chose. Mais c'est vous, en fin de compte, parce que vous n'avez pas su identifier le besoin de la personne. Et, ça peut être sur tout. Hein, voilà, donc je pense qu'il faut identifier ça. Mais le plus important, et ça c'est dans la connotation en fait, du bouddhisme, c'est ce sens intérieur. C'est ce besoin intérieur et pas extérieur. Extérieur, on sait le faire beaucoup plus facilement. Mais c'est surtout l'intérieur. Quand vous voyez votre conjoint s'énerver contre vous, alors là, il y a un besoin. Ben, au lieu de reconnaître le besoin de la personne, vous vous énervez à votre tour. Donc, comment vous pouvez accompagner? Vous ne pouvez pas accompagner. Et donc, c'est ça, c'est identifier à l'instant le besoin en fait de la personne. Il faut vous éclairer sur la situation, éclairer la situation et dire là, il y a un besoin. Mais c'est pas suffisant parce que vous voyez le besoin. Le besoin, c'est que la personne se calme, hein, par exemple. Mais c'est pas suffisant. Comment vous allez calmer la personne? Comment vous pouvez accompagner la personne maintenant avec quel outil pour calmer la personne? C'est pas évident. Parce que vous pouvez changer de sujet. Peut-être ça va pas calmer. Mais vous pouvez ne rien dire. Peut-être ça l'énerve un peu plus. Ben réponds. Vous voyez, donc, il faut comprendre vraiment les choses de manière très profonde et pas selon nos interprétations. Et quand il y a des interprétations, ça vient de l'ego, du perso.
C'est pas la sagesse. L'interprétation est dénuée de sagesse. Elle est comblée de logique, mais dénuée de sagesse. La sagesse, ça vient pas d'ici, c'est de l'instantané. Je vois tout de suite, je comprends tout de suite. Ça passe pas par ce niveau-là. Et donc c'est arriver à développer ce sens de sagesse, je pense que c'est la priorité. Aider les êtres, c'est-à-dire les êtres humains, hein, dans un premier temps, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain. Si on ne sait pas comment nous fonctionnons, pourtant nous sommes des êtres humains, comment on pourrait aider les autres? Parce que ce sont aussi des êtres humains. Pour ça, il y a une posture qu'on doit avoir pour pouvoir aider les autres, c'est se connaître. Et pour se connaître, il faut se regarder devant un miroir et ne pas perdre ce sens-là. C'est-à-dire, à chaque situation que vous rencontrez, vous vous regardez tout de suite vous et pas la situation. Le problème, c'est qu'on regarde toujours la situation avant soi. Mais il faut se regarder. Là, je suis énervé. C'est pas la situation qui est énervée. Là, je suis stressé. C'est pas la situation qui me stresse. Et c'est ce retour instantané. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connaître petit à petit. Et la méditation, c'est un vrai outil de connaissance de soi. Voilà, quand vous dites j'ai des doutes sur le besoin, très bien, acceptez que vous avez des doutes. Parce que les doutes ne s'arrêtent pas là. Les doutes, c'est pas choisir derrière. Les doutes, ça permet d'ouvrir un chemin. Et le chemin, c'est le chemin de l'autre. Donc on va toquer à la porte, puis on va « Oh, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oh, je te vois pas trop sourire, qu'est-ce qui se passe? » Tu es un peu stressé. Oh, vous pouvez toquer à la porte, si la personne ne veut pas échanger, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez avancé un petit peu plus. Ouais. Peut-être que c'est pas le moment. Donc il faudrait vous dire « Ok, ben j'ai tenté, c'est pas le moment, c'est pas grave. Mais j'abandonne pas. Je reviens une autre fois, quand elle sera posée, quand elle sera mieux, ben je vais toquer à nouveau la porte. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toquer, puis elle va s'ouvrir d'elle-même aussi. Donc ça dépend des moments. Et je pense que la sagesse nous permet aussi d'identifier les bons moments, enfin les moments qui sont là pour dire toutes les conditions sont là, vas-y. Et donc c'est une manière de fonctionner, je pense, mais pour ça, il y a des éléments à avoir chez nous. Donc faut déjà, pour accompagner, il faut voir ce qu'on a dans notre valise. Quand vous allez préparer votre valise, eh bien vous allez mettre les choses à l'intérieur, vous regardez ce que vous avez pour pouvoir accompagner les autres. Parce que si vous n'avez pas les outils ou les éléments nécessaires, ça peut être très compliqué. Vous ne pouvez pas derrière improviser pour pouvoir derrière aider la personne complètement. Parce qu'on n'improvise pas d'habitude pour pouvoir aider les autres. On peut donner aux autres ce qu'on a, on ne peut pas construire quelque chose et puis donner, on n'a pas encore expérimenté ce qu'on a construit. C'est pour ça que quand on donne les outils, on donne ce qu'on a pu réaliser. C'est-à-dire l'outil qu'on a pris avec nous, on l'a complètement intégré à travers l'expérience. Et là, on peut donner parce qu'on est sûr que ça va fonctionner. Quand on n'est pas sûr, il vaudrait mieux éviter, il vaudrait mieux tâter un peu le terrain, voir ce qu'il en est, avant de pouvoir accompagner la personne. Donc ça dépend.
Mais c'est vrai que accompagner psychologiquement une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, hein. Parce que souvent, on dit, bah, si t'es pas bien psychologiquement, va voir le psychologue. Mais ça, peut-être qu'à un moment donné, il faut y aller. Mais peut-être qu'avant de le dire, peut-être essayer de comprendre la personne. Pourquoi elle est dans cet état? Est-ce que c'est passager? Et des fois que c'est un passage de vécu, de vie de la personne, eh bien, il faut juste lâcher. Faut pas en faire toute une histoire. La personne, elle a vécu une expérience et elle a développé telle émotion, telle réaction. Il faut juste rien dire. Donc, avoir une posture juste de présence, rien dire. Et puis, laisser les choses passer comme ça. Et après, l'harmonie, les bonnes relations reprennent son cours. Mais nous, on a toujours tendance, en fait, à mettre un peu de graines à l'intérieur de l'histoire de la personne. Chacun a son histoire, donc il faut aussi respecter l'histoire des autres et laisser les autres grandir dans leur propre histoire et reconnaître leur propre histoire. Euh, c'est comme quelqu'un qui impose et quelqu'un qui propose. Quelqu'un qui impose, eh ben, si la personne elle agit selon ce qu'on lui a imposé, si elle n'arrive pas, elle va accuser celui qui a imposé. Et si on propose et que la personne choisit d'elle-même de prendre cet outil en main et de l'appliquer, si ça ne marche pas, eh ben, elle sera responsable. Elle ne déporte pas sa responsabilité sur l'autre personne. Donc il y a aussi une manière, et ça, c'est laisser la liberté aux autres. Qu'on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. La liberté avant tout. Et donc on propose simplement, parce qu'on a cette expérience, on a cette perception, on va proposer aux personnes, toujours dire que c'est mon expérience. C'est à travers mon expérience que j'ai pu comprendre ça. Et si la personne elle a la même expérience que nous, ben, elle pourra tester ce qu'on lui a donné. Et ça, c'est toute la dimension en fait de la liberté. Et c'est pour ça aussi, il n'y a rien qui est générique. Ça ne veut pas dire que vous méditez ici et que vous dites c'est super et que vous allez dire à vos voisins, à votre entourage, la méditation c'est super. Non, la méditation n'est pas super quoi que ce soit. C'est votre expérience dans la méditation. S'il y a des personnes qui ont des douleurs de dos, je vais dire la méditation c'est pas pour moi. Non, elle pourra dire aux autres, ben, pour moi, j'ai mal au dos quand je médite, mais toi, ça va. Tu peux essayer d'expérimenter. Et je pense que c'est une autre dimension, une autre manière de fonctionner. Donc ça, c'est une forme d'accompagnement, hein, toujours en gardant cette notion de liberté pour que les autres puissent aussi progresser d'eux-mêmes sans être en contrainte, dans une contrainte. Quand vous méditez, c'est pour vous, vous accompagnez pour vous. Votre bien-être, si vous l'avez dans la méditation, c'est vous. Mais vous pouvez accompagner les autres juste dans cette posture de méditation. C'est méditer, les autres qui sont agités, vous voir calme, toujours serein, toujours en accord avec ce qui se passe, dans la patience, dans l'accueil, l'acceptation et de lâcher prise. Les autres vont se poser des questions. Donc c'est une forme d'accompagnement un peu souterrain, enfin sous-marin, on pourrait dire comme ça. Mais ça fait partie aussi d'une autre dimension qu'on n'a pas besoin de montrer. Parce que notre posture suffit pour notre environnement à se poser des questions. Et je pense que ce sont les outils habiles, entre guillemets, qu'on peut exploiter
pour pouvoir aider les autres. Mais c'est vrai que accompagner les autres, à certains niveaux, c'est plus facile que de s'accompagner. Et quand nous sommes dans une grave maladie, on ne peut pas dire je peux m'accompagner psychologiquement. La plupart du temps, on est dans l'inquiétude, on est dans des soucis, dans l'anxiété, dans le stress. Et, et le monde nous montre ça. Quand vous perdez votre maison, perdez votre famille, perdez un travail que vous avez adoré. Donc, on ne peut pas, à ce moment-là, dire que c'est bon, je suis un super héros, je peux me libérer de toutes ces situations-là par le lâcher-prise. Donc, si il n'y a pas une préparation, on ne peut pas accompagner. Et on ne peut pas s'accompagner non plus. Mais une personne qui organise un grand événement, voilà, comme ici à la Pagode, des fois on organise des grands événements. Il y a toute une préparation derrière. Mais celui qui est à la tête de cet événement, il doit voir toute la progression, tous les éléments qu'il aura besoin pour pouvoir planifier, réaliser cet événement. Et quelqu'un qui est toujours dans le stress, il va prendre 2 ans à l'avance pour préparer l'événement. Celui qui n'est pas dans le stress ne va pas prendre autant de temps. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont mariées, combien de temps vous avez pris à l'avance pour préparer votre mariage? Et parce que vous voulez que ce soit carré, correct, juste, dans le bon timing, etc. Mais est-ce que ça fonctionne comme ça dans la réalité? Au moment où ça ne fonctionne pas comme ça, toujours regarder la montre et dire j'ai programmé, j'ai planifié, j'ai préparé, il faut que tout soit nickel. Oui, mais ça, c'est que dedans. La vie, c'est pas une programmation. La vie, on ne planifie pas. Si on pouvait planifier la vie, ce serait cool. Je programme, 150 ans, je vais mourir. Ce serait pas mal, mais le corps lui dit non. Le karma a dit, pas possible. Vous voyez? Donc, il y a une préparation, mais il ne faut pas faire une fixation sur tout ça. Notre problème, c'est on planifie, on programme, on projette, et on fait des fixations dessus parce qu'on veut selon nos désirs, selon notre image de vie. Mais la vie, c'est pas ça, si vous regardez bien. Combien de fois nous avons des projets et combien de projets ont abouti? Il y en a. Il y en a où ça n'aboutit pas. Et la vie nous montre ça, nous montre. Toi, tu veux, d'accord. Mais tout ton processus, tous tes schémas, tout ton karma, toutes tes énergies, toutes tes connexions, etc., montrent que c'est le contraire. Mais si on ne se regarde pas à ce moment-là, on ne peut pas se dire eh ben, ça vient de moi, il faut que je change ma manière de fonctionner. Si je suis trop strict, trop sévère envers moi-même, trop rigide, pas assez de souplesse, méditer, c'est pour casser la rigidité. Et c'est pour ça qu'on casse les schémas qui sont rigides en nous. On lâche. Si on ne fait pas ce travail, eh bien, les choses ne peuvent pas avancer correctement. Le Bouddha, il disait, c'est vrai, on n'a pas besoin de projet. Si notre importance, c'est d'être en bonne santé intérieurement. Et si vous êtes en bonne santé intérieurement, pourquoi faire des projets?
Parce que on pense que les projets, c'est la vie. Donc, comme les projets, c'est la vie, il faut projeter. Mais la vie, c'est ce qui est ici, avec vous, intérieurement. C'est tout ce que vous voyez extérieurement, c'est que des illusions. Ça change à chaque instant. Donc, c'est pas fixe, c'est pas figé, mais on veut consolider et figer les choses. C'est pour ça qu'on est déçu à des moments. Dans une relation, on est heureux, puis à un moment donné, on est déçu. On change de posture. Donc quelqu'un qui voit ça, il dira, tu es heureux ou déçu? Vous allez répondre quoi? Ben, vous pouvez répondre entre les deux. Avant, vous êtes heureux, aujourd'hui, vous êtes déçu. Alors l'amour, c'est la déception ou le bonheur? Vous ne pouvez pas vous positionner à ce niveau. Parce que tout dépend comment vous avez construit votre relation et ce que vous avez mis dedans. Donc c'est une préparation, une perception sur l'état, en fait, de ce que vous allez définir de l'amour. Et ce que vous allez définir et essayer de préserver ça, essayer de respecter cette définition. Parce qu'on définit beaucoup de choses, mais on ne respecte pas ce qu'on a défini. Que ce soit des étiquettes qu'on se donne, que ce soit des étiquettes que le monde reçoit. Et on définit beaucoup de choses. Prenez juste le dico, le dictionnaire. Il y a énormément de mots. On définit. On se les donne. Aujourd'hui, je suis papa. C'est quoi? Président, c'est quoi? Prenez un dictionnaire, vous verrez. Être humain, c'est quoi? Et regardez si vous respectez bien les définitions, tout simplement. Et ça vous donne vraiment une prise de conscience sur vous, votre façon de définir, de respecter ou de ne pas respecter. Mais vous voyez, quand vous ne respectez pas les définitions, c'est là où il y a des désaccords. Parce qu'une définition, dans la logique, c'est un accord. Donc il faut une préparation pour pouvoir accompagner. À votre avis, quel est le moment de notre vie où l'accompagnement est le plus difficile? Le Bouddha disait, quand nous naissons, nos proches sourient et nous, on pleure. Ah, c'est comme ça. Vous avez déjà vu un bébé sourire à sa naissance? Peut-être le Bouddha. Et à notre mort, notre entourage pleure. Nous, on devrait partir avec le sourire. Mais on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau. Quand nous partons, logiquement, nous sommes libres. Donc nous devrons être heureux. Et on voit que ce n'est pas comme ça que les choses se font. C'est pour ça que la mort est très particulière. Et dans les 8 souffrances universelles enseignées dans le bouddhisme, la mort est une des 8. La naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, les 4
première souffrance universelle. De l'être, c'est dire nous. Donc, dans la logique, on va souffrir au moment de la mort, dans la logique. Et le Bouddha disait, oui, ça c'est dans la logique des processus. Sauf que je vous donne un moyen pour vous accompagner, pour ne pas souffrir à ce moment-là, comme la vieillesse, comme la maladie. Il y en a qui vieillissent et qui sont heureux de vieillir. Il y en a qui disent même, il vieillit, il est plus beau. Et donc, on voit que la souffrance, elle est bien là, mais intérieurement, on a dépassé ça. Donc, comme on dépasse la vieillesse, comme on va dépasser la mort aussi. Mais le problème, la mort, c'est qu'on n'a pas de réaction de la personne quand elle est morte. Si elle pouvait nous dire, tu sais, là, je suis morte, eh bien, je vais te raconter, comme ça va te rassurer. Mais les personnes qui vieillissent, on les voit. Elles sont là, elles peuvent nous raconter leur expérience à travers la vieillesse. Voilà, au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau du mental, au niveau de la mémoire, au niveau des réactions. Donc, elles peuvent raconter ça. Mais pas les personnes qui meurent. Donc peut-être que mourir aussi en même temps que la personne peut dire, bon, on va faire l'expérience ensemble. Mais on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on sera, on ne sait pas. Hein, si on parle de manière rationnelle, on ne le sait pas. Mais de manière bouddhiste, on le sait. Mais de manière rationnelle. C'est là aussi la question, souvent dans le médical, quand on accompagne des personnes en fin de vie, la question c'est, est-ce qu'on doit dire à cette personne qu'elle va mourir lorsqu'on le sait, ou est-ce qu'on ne dit pas, hein? Des fois, il y a ces questions-là qui sont posées, hein, dans les soins palliatifs auprès des soignants. Même les soignants posent auprès de la famille, hein. Est-ce que maintenant vous savez quand est-ce que votre parent, votre proche va partir? Est-ce que c'est moi, c'est-à-dire le soignant, ou est-ce que c'est vous, ou est-ce qu'on ne dit rien? Et donc ça, c'est une question. Alors, dans le bouddhisme, on dit l'ignorance provoque la souffrance. Alors, donc, peut-être qu'il faut dire à un moment donné, pas trop tarder, mais il faut choisir le bon moment pour le dire, pour pouvoir aider la personne à prendre conscience et pas à faire des projections. Parce que tant qu'on vit, on se projette encore. Lorsqu'on voit qu'on se rapproche, hein, de ce moment-là, eh bien, on peut faire un travail de préparation. Et donc, si on tarde trop, ben, le temps joue aussi sur la préparation. Vous voyez, une personne qui prépare presque au dernier moment un événement, un grand événement, ce sera dans le stress. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour préparer. Donc, il y aura cette confusion, en fait, beaucoup de choses qui vont remplir l'espace intérieur et on n'a plus d'espace pour pratiquer. On n'a plus d'espace pour laisser installer la sérénité pour partir. Et ça, c'est important. Important pour dire, il ne faut pas que j'attende, moi, si c'est moi, ou si c'est un proche, ce moment-là pour dire, je vais méditer. Ou ce moment-là pour dire, je vais devenir bouddhiste et faire une pratique pour la mort, pour accueillir la mort.
La préparation se fait là, maintenant, à chaque instant de notre vie. C'est-à-dire, plus voir la mort comme un sujet tabou, voir la mort comme un processus de la vie. Et voir, ça veut dire méditer dessus, c'est-à-dire sur la vie en question, mais aussi les étapes de la vie. Et la mort est une étape de la vie. Ça, c'est aussi un moyen de se rassurer. Hein? Bien sûr, on pourrait devenir bouddhiste et puis dire le Bouddha, il a dit qu'on n'a pas qu'une vie et que les vies d'avant, on les a, aujourd'hui on en a une et après on en a encore. Alors, le après on a encore, c'est soit on se rassure, soit on dit le Bouddha, j'ai confiance en lui, ce qu'il dit, ok, et je verrai. Donc ça me donne une ouverture déjà. Et ça veut dire que là, si ça se passait vraiment comme il a dit, je suis rassuré à ce moment-là. D'accord ? Mais on ne sait pas encore. Comme on ne sait pas si, lorsqu'on va mourir avec cette personne-là en même temps, est-ce qu'on va continuer à se promener ensemble sur le chemin ? Ou est-ce qu'on va être projeté dans une direction, l'autre personne dans une autre direction ? On ne sait pas. Sauf si on écoute les enseignements du Bouddha sur les différentes dimensions de renaissance, les différentes directions. On pourrait avoir cette connaissance-là, mais arrêter juste cette connaissance à connaissance et pas ancrer ça pour dire ça devient une croyance pour moi. Donc, tant qu'il n'y a pas des conditions d'ouverture en nous, on va garder nos schémas à nous. C'est ça qu'on peut se rassurer en disant j'ai pas peur de mourir. Alors peut-être que j'ai déjà vécu un coma dans ma vie et j'ai vu autre chose et j'ai pas peur. Et donc ça aussi, ça peut avoir une signification sur la mort pour nous. Et ceux qui n'ont pas vécu ça, il y a toujours ce point d'interrogation. Et accompagner ces personnes-là, c'est pas accompagner dans la projection de ce qui va se passer derrière pour rassurer la personne. Accompagner, c'est accompagner dans le moment présent. Et pas dire pour rassurer la personne quand elle va mourir. Et parce que des fois, on se pose beaucoup de questions. Et quand on nous explique que après ce moment-là, ce qui va arriver, ton corps spirituel va sortir, ton corps physique reste là, et puis il va se décomposer naturellement, et le corps spirituel continue son chemin, il va renaître 7 fois pendant 7 semaines, pendant 49 jours, et donc il y a des pratiques, mais c'est pour ça aussi que dans le bouddhisme, il y a des accompagnements post-mortem, après. Parce que les processus sont là, parce que les personnes qui enseignent ça ont traversé ces expériences-là. C'est pour ça qu'ils enseignent. Mais nous, comme on n'a pas encore traversé, on peut se tenir qu'au savoir des personnes et rien d'autre. Mais ça peut nous aider à ce moment-là. Et donc, accompagner des personnes en fin de vie qui vont partir, c'est accompagner dans l'instant présent. S'ils ont des cursus religieux, comme ils ont un cursus religieux, dans la logique, ils savent très bien comment s'accompagner. Seuls. Parce qu'ils sont déjà connectés. Ceux qui sont dans des religions, on ne va pas accompagner, parce qu'on ne connaît pas leur religion, on va accompagner sur le moment présent, au niveau de leur posture, leurs sensations,
voilà, ce qu'ils projettent, leur peur, va aider à ce niveau-là, mais pas au niveau religieux, parce qu'on ne connaît pas leur religion. On ne peut pas non plus raconter le bouddhisme à ces personnes. On va dire pratiquer les mantras du Bouddha Amitabha ou réciter l'invocation du nom du Bouddha Amitabha. Ils ne sont pas connectés à cette voie. Ça peut être déstabilisant pour nous lorsqu'on accompagne une personne qui n'est pas dans la même direction que nous. Mais on a toujours des outils, ce sont des outils, on va dire, de sagesse qu'on peut utiliser pour accompagner les personnes sans rentrer dans les cursus religieux. Et, par exemple, la présence, par exemple, le toucher, ce sont des énergies qui sont transmises à ce moment-là. Et déjà, notre posture, il ne faut pas qu'on soit en panique. Parce qu'on voit notre proche partir et on est paniqué. Ça ne va pas aider. Hein? Donc, il y a des processus, des phases comme ça, mais le Bouddha expliquait qu'il y a 4 blocages au niveau de la mort, 4 points bloquants pour qu'on puisse vraiment partir correctement, sereinement. Le premier point, c'est au moment où la mort nous frappe et qu'on n'a pas le temps de se préparer. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments, nos projets, etc., tout ce qui se déroule ici de notre vie va s'encombrer, remplir notre espace ici. C'est comme si vous avez encore des choses à faire, des projets à réaliser, vous avez encore votre famille. Ça dépend de l'âge aussi, hein, évidemment. Hein. Si vous mourrez à 130 ans, bon, ben, ok, il n'y a rien à dire, mais si vous mourrez à 50 ans, à 48 ans, à 60 ans, ben, vous avez encore des choses. Et donc tout ça, ça va encombrer votre esprit, et ça va bloquer. Ça, c'est le premier niveau de blocage. Le deuxième niveau de blocage, c'est planifier, mettre les priorités pour votre préparation. Et ça veut dire, vous allez choisir les choses que vous allez mettre, non, ça c'est pas important, ça c'est pas important pour ma préparation, ça reste au monde, etc. Vous allez mettre en place pour votre préparation, pour partir. Et puis rassurer votre entourage, vos proches. Parce que s'ils vous voient paniquer, eh ben, ils ne sont pas heureux quand vous partez. Donc, le deuxième blocage, c'est savoir identifier à ce moment-là tous les éléments que vous allez mettre en place pour planifier votre préparation. Et ça, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Vous ne pourrez pas dire tout est important pour moi. Ça ne va pas se faire. Donc, il y a des choses qu'il faudra lâcher. Hein, c'est comme si une personne, je ne sais pas, a une belle voiture, elle est sur son lit d'hôpital, elle ne veut pas lâcher la voiture. Pourtant, elle ne peut plus conduire. C'est inutile. Il y a des choses qui sont inutiles pour nous à ce moment-là. Donc, il faut savoir ce qui est utile et ce qui est inutile. Donc ça, c'est le deuxième blocage, parce qu'on n'est pas clair à ce moment-là. Tout est brouillé. Beaucoup de choses qui sont remplies et tout est désordonné intérieurement. Donc, il faudra remettre du clair dessus. Le troisième blocage, c'est au moment où on va partir, on ne sait pas quel est l'élément qu'on va utiliser, quel est le moyen adapté pour nous, pour qu'on puisse partir tranquillement. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire, vous avez encore, tout ça, ces deux niveaux, ces deux points-là, et là, vous arrivez au moment,
il n'y a rien qui est bien préparé à ce moment-là. Vous n'avez pas vraiment d'outils pour le faire, pour mettre en place, pour pouvoir partir tranquillement. Donc, on appelle ça la bouée. Je vous expliquerai pourquoi on le dit comme ça. Et le dernier point, c'est le plus compliqué, c'est tout abandonner, tout lâcher. Lâcher le corps, lâcher nos proches, lâcher tout ce qu'on a vécu. À ce moment-là, il faut tout lâcher. Et c'est ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que le Bouddha, il disait, il faut préparer correctement. Préparer ce départ avec des moyens. Donc, quand vous les préparez, il faut débloquer ces 4 niveaux. Donc, le premier niveau, quand il y a beaucoup de choses, et là, il faut préparer, vous utilisez juste le moyen, en fait, du lâcher-prise. Vous devez, dès maintenant, travailler dessus. Le lâcher-prise. C'est que tous les éléments que vous avez créés dans ce monde, que ce soit vous les relations, que ce soit votre maison, tout ça, ce sont que des illusions pour vous, puisque ces éléments-là vont rester ici. Donc il ne faut pas trop non plus s'agripper. Si vous vous attachez fortement, il faut prendre conscience qu'il faut, à un moment donné, lâcher. Et c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question. Écouter la logique des enseignements et méditer dessus. Le deuxième point, dans la logique, on a une pratique dans le bouddhisme qui est la récitation. Alors, on dit récitation, mais en fait, c'est couplé avec l'écriture. On récite et on écrit. Et comme quelqu'un qui apprend par cœur une leçon, eh bien, récite, mais écrit en même temps. En fait, quand nous récitons, c'est à ce niveau. Quand on écrit, c'est en dur, donc c'est à ce niveau. C'est l'intérieur et l'extérieur. Donc quand vous faites ça, vous ne pourrez pas perdre ce que vous avez récité parce que c'est écrit. Donc il y a une pratique comme ça dans le bouddhisme où on pratique vers la récitation et l'écrit, donc ça développe l'attention. L'attention se développe dans cette pratique-là. Et donc, si vous avez des choses à planifier, beaucoup de choses à planifier en situant ce qui est important avant et ce qui est moins important après, pour éviter d'oublier, vous pouvez déjà écrire. Donc, vous avez plein de choses, vous dites voilà, ça, au moment où je vais partir, maintenant, c'est ça qui est important pour moi, il faut que je l'écrive. Pour ceux qui pratiquent le bouddhisme, ça peut être une pratique. Vous pouvez le faire que si vous avez expérimenté. Vous ne pouvez pas écrire je vais faire une récitation de mantra au moment de ma mort si j'ai jamais expérimenté le mantra, ce qui est logique. Donc, c'est pour ça qu'on pratique, c'est pour préparer aussi ce moment-là. Le troisième point, quand je parlais de la bouée, c'est un point qui est important, et cette bouée, on la gonfle pas lorsqu'on va tomber dans l'eau. Ceux qui n'ont pas de bouée, quand ils tombent dans l'eau, ils vont tomber et puis ils vont se noyer. Ceux qui ont la bouée et qui ont un trou, ils vont gonfler et la bouée va tenir un moment, puis après, pouf, et donc ils vont regonfler. Donc, on a des personnes comme ça dans la pratique, c'est pareil. Aujourd'hui, je pratique. Un mois après, je pratique une autre fois. Et on gonfle la bouée,
Et après, il faut regonfler la bouée. Celui qui pratique de manière régulière continue à gonfler la bouée. Donc cette bouée-là, c'est l'outil d'adaptation pour vous à ce moment-là. Et celui qui est à la bouée, il n'y a pas de souci. Donc il faut voir et identifier quel type de personnage vous êtes avec cette bouée. Celui qui n'a pas de bouée, il tombe. Les personnes au loin ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Si vous avez la bouée à moitié gonflée, ça laisse un peu de temps pour que d'autres personnes vous voient. Mais vous tombez quand même. Le troisième personnage a la bouée, donc il aura toujours la bouée, donc les personnes peuvent le voir. Les personnes, c'est après qu'on sera parti d'ici, on ne sera pas tout seul, parce que tout le monde doit partir. Et tout le monde, il y a des personnes qui sont déjà parties, personnes qui sont encore à cette dimension. Il y a des personnes qui sont déjà parties dans d'autres niveaux de dimension. Il y a des personnes qui ont développé beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance et d'amour vis-à-vis des êtres qui sont dans la souffrance et qui ont décidé de rester là-bas pour accueillir. Mais s'ils ne vous voient pas parce que vous n'avez pas de bouée, c'est très compliqué. Mais s'ils arrivent et que vous coulez, c'est aussi compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir la bouée pour que les personnes puissent vous voir. La bouée, c'est faire la moitié du chemin pour qu'on puisse vous accompagner et vous accueillir. Et vous guider surtout. C'est pour ça que les pratiques qu'on réalise dans le bouddhisme, le avant, le pendant et le après, permettent tout simplement d'accompagner les personnes. Mais c'est juste une partie. C'est dire, tu n'as pas assez gonflé ta bouée, on va gonfler juste un peu, mais tu dois continuer à gonfler. Voilà, les pratiques qu'on réalise pendant 49 jours dans le bouddhisme. Qu'on croit pas, c'est pas grave, c'est pas important. Mais c'est l'énergie. C'est l'énergie de pratique, l'énergie d'ouverture pour ces personnes-là, qui est animée par ces êtres qui veulent accompagner ces personnes après la mort. Donc on a quand même une forme de responsabilité, nous, vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de cette dimension. Et je pense que sans nos proches, sans nos personnes, ces personnes-là, on ne serait pas là. Parce que c'est grâce à ces personnes qu'on a cette capacité de faire ces pratiques, de s'ouvrir vers ces qualités. Donc accompagner, ça fait partie aussi de tout ce processus. Et quand nous accompagnons une personne, c'est souvent une personne qui n'est pas notre ennemi, vrai ou faux? Est-ce que vous avez déjà accompagné votre ennemi, une personne que vous n'aimez pas? C'est très compliqué. Donc, à force de méditer dessus, de se répéter, d'en prendre conscience, ça nous aidera à ne plus mettre d'étiquette sur les personnes. Et si vous n'avez plus d'étiquette, vous pouvez accompagner n'importe qui. Et si vous dites que c'est votre ennemi, ça va être compliqué. Préparer ce moment-là, c'est aussi se découvrir. C'est-à-dire, on prépare aussi
ce moment grâce à cette découverte de soi. Et tant qu'on a encore des schémas liés à notre ego, liés à notre passé, ça va être très compliqué. On pourrait dire, je vais vivre l'instant présent, mais il faut démonter ce qui peut être un poids pour nous à ce moment-là. C'est pour ça que quand j'ai eu l'expérience avec mon papa, à l'hôpital, donc il disait partir, c'est naturel. Tout le monde doit partir. D'accord? Mais ce qui n'est pas naturel, c'est ne pas partir. Ne pas vouloir partir. C'est pas ça qui est naturel. Il suffit juste de se le dire et se dire, mais pourquoi je ne veux pas partir? Et avec cette question, on va relier. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des liens qui nous retirent, qui nous tirent derrière. Donc, à cause de ces liens, on va identifier les liens. Si on a des enfants, on va dire que les enfants, c'est les liens, mais il faut leur expliquer, parce qu'ils vont dire, mais tu m'aimes pas. Tu veux partir, tu m'aimes pas. Il faut expliquer d'une manière à ce qu'ils puissent comprendre que la mort est un état naturel de la nature. C'est quelque chose de logique. Donc il faut arriver à ça, parce qu'on se prépare, c'est une chose, mais on doit aussi aider notre entourage à se préparer. Et ça, parfois, c'est pas évident. Parce que le départ, c'est pour ça mon papa, il disait, il faut pas pleurer quand je vais partir. Parce que si vous pleurez, ça me retient. Parce qu'un père ne veut pas voir son entourage, ses proches, ses enfants souffrir. Donc, il a dit, si vous pleurez, sortez de l'espace où je suis. Et vous pouvez pleurer, c'est normal, c'est naturel, la tristesse. Mais autorisez-moi, avec votre posture, à partir. Et ça donne du sens en même temps. Parce que lui, il nous prépare. On dit, mais c'est logique. Donc si c'est logique, on va mettre en place ce type d'accompagnement. Et je pense que nous, on a besoin aussi de se connaître pour ça. Parce que le sens de sagesse, le sens de logique des phénomènes, on ne peut pas l'éviter. Il sera toujours là, mais c'est nos propres schémas qui l'évitent. Parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Et je pense qu'un manque d'ouverture à ça, c'est mettre une croix sur l'accompagnement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste faire la dédicace pour les mérites qui sont développés ici, pour tous les êtres qui sont dans la souffrance, dans un non-accompagnement, qui puissent aussi se libérer de tous ces liens. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous tous.